Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et aussi pourquoi pas du football européen. J'espère que tout le monde va bien. Hier matin, j'étais pas disponible pour vous faire une vidéo débrief et pronostic des huitièmes de finale de Ligue des Champions par rapport aux tirages qui ont eu lieu hier. Mais à la place, j'avais anticipé, j'avais fait une vidéo pour compenser mon absence à propos des 5 choix possibles pour le Real Madrid afin de remplacer David Alaba qui malheureusement s'est fait les croisés le week-end dernier en Liga contre Villarreal. Mais du coup aujourd'hui, on va se rattraper en parlant de mes pronostics pour les différents matchs de Ligue des Champions en huitièmes de finale, parler forcément du Red Bull Leipzig et globalement de ce que je pense de cette confrontation contre le Real Madrid. Et puis après, on parlera dans un second temps dans la vidéo du fait que le Real Madrid ne veut pas recruter un joueur, simplement pour remplacer David Alaba. Je vous laisserai faire en commentaire vos pronostics pour les différentes confrontations des huitièmes de finale qui selon vous vont aller en quart de finale et à votre avis, est-ce qu'il y aura des surprises ou pas? Est-ce que le Real Madrid se trompe? Est-ce qu'ils doivent recruter un joueur pour remplacer David Alaba ou pas du tout? Alors commençons déjà par faire mon pronostic et mon avis rapide sur les différentes confrontations des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et est-ce qu'on peut parler d'un truc pour commencer? Déjà, Manchester City qui va affronter Copenhague. Manchester City qui sur les 3-4 dernières saisons se tape à chaque fois l'équipe la plus faible des huitièmes de finale. Alors certes, quand t'es premier, t'as forcément plus de chances de tomber sur une équipe faible qui passe deuxième. Mais eux, c'est systématiquement l'équipe la plus nulle. À bout d'un moment, il va falloir qu'on m'explique un petit peu, tu vois. Après, c'est que de la chance, c'est que du tirage. Mais je commence un petit peu à douter de la véracité des tirages quand même. Du coup, largement, Manchester City, ça va être un no match, assez rapide. Derrière, Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Alors certains, dont notamment même les joueurs du Paris Saint-Germain, sont très contents de tirer la Real Sociedad. Moi, je vous avais dit sur Twitter que le PSG aujourd'hui, vu leur qualité de jeu, etc., même la Real Sociedad pourrait les sortir. La Real Sociedad contre le Barça, le Real, etc. c'est en train de faire une très belle saison cette année. Ça joue très bien au football avec un effectif qui certes peut manquer d'expérience et sera peut-être moins fort individuellement que certaines grosses stars ou gros joueurs du Paris Saint-Germain, mais collectivement en termes de possession, en termes de pressing, en termes de contre-attaque, en termes de création d'occasion, etc., ils peuvent faire extrêmement mal. Ils ont aussi des talents et de la qualité individuelle, comme les Kubo, les Mikel Merino, Oyarzabal, tout ça, qui peuvent faire très très mal au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, certes, a peut-être 65% de chances de passer, mais attention à eux de ne pas sous-estimer la Sociedad. Parce que la Sociedad a quand même fini premier de son groupe devant Inter Milan et peut faire extrêmement mal. Le Real Madrid a failli perdre contre eux en début de saison. Ils nous avaient bien asphyxiés, ils nous avaient bien fait mal. Leur seul gros défaut, à mon sens, c'est par rapport à la qualité individuelle, c'est surtout le manque d'efficacité où ils se créent beaucoup d'occasions, mais ils en ratent aussi beaucoup. Ils n'ont pas des gros tueurs devant dans tous les niveaux, mais forcément, même si t'as pas des trop grosses stars, collectivement, ils peuvent faire la diff. Et quand on connaît le Paris Saint-Germain qui peut choke à n'importe quel moment contre n'importe quelle équipe, même contre Manchester United à l'époque, qui était pas une grosse équipe de Manchester, tout peut arriver, tu vois. Donc attention à pas avoir d'excès de confiance côté Paris Saint-Germain, parce que la Sociedad, ils peuvent créer la surprise. Lazio de Rome, Bayern Munich, et comme d'habitude, c'est aussi le Bayern qui se tape une équipe qui est pas forcément la meilleure cette saison. La Lazio de Rome, c'est un très bel effectif, ils ont des très bons joueurs, des Ciro Immobilier, tout ça, mais cette année en Serie A, c'est pas la Lazio de Rome qui rayonne comme la saison dernière, ils ont fini dans les 4 premiers. C'est une équipe qui est balbutiante, qui est pas très forte, pas très solide, pas très efficace, qui a des joueurs qui arrivent un petit peu au bout du bout, comme justement Immobilier, comme je le disais, qui rayonne pas autant en termes de buteur pur qu'il peut l'être, et t'as une équipe forcément qui se cherche un peu, qui a perdu quelques joueurs à l'intersaison, et qui se retrouve forcément même battu largement par l'Atlético Madrid, qui est pas l'équipe non plus la plus performante cette saison, du moins la plus régulière. Et globalement, le Bayern va, même malgré des fois des trous d'air, largement les surpasser, tout comme City va surpasser Copenhague de loin. Inter Milan Atlético Madrid. Et là, ça me fait rire quand j'entends dire que l'Atlético Madrid est favori. Parce que l'Inter Milan, pour l'instant, eux, ils sont premiers en Serie A. Mais premiers largement. Et en termes de football, c'est un total régal, l'Inter Milan. Ça marque 2 à 3 buts par match. Et que Lautaro Martinez, et que les Dumfries, et que aussi les Barella, etc. Cela régale. C'est un effectif qui, avec Simone Inzaghi, est fluide, qui sait jouer compact, qui est limite plus compact que l'Atlético Madrid, qui a une capacité, une diversité dans son jeu qui s'est améliorée de saison en saison. Le Real Madrid, par exemple, les avait battus à chaque fois en phase de poule, mais je te le dis que moi, l'Inter Milan, c'était l'équipe qui me faisait limite le plus peur parmi les deuxièmes de groupe, parce qu'ils s'améliorent de plus en plus, ils ont ajouté des petites touches à chaque fois au niveau tactique, au niveau technique, les joueurs individuellement deviennent largement meilleurs, et franchement, quand tu les vois jouer, c'est un régal. L'Inter Milan, pour moi, est favori devant l'Atlético Madrid, qui certes est porté en ce moment par un très bon Morata, par un très bon Griezmann, mais qui, comme le week-end dernier contre Bilbao, ils se font poutrer 2-0 et ça aurait pu être plus,
pour moi, l'Atlético Madrid, c'est pas une équipe qui, de base, en Ligue des Champions, a les épaules. Ils ont certes été 2 fois finalistes, 2014-2016, mais depuis, l'Atlético, c'est la débandade. C'est le trou d'air, c'est le néant, c'est tout ce que tu veux en Ligue des Champions. Et franchement, avec les disaster class qu'ils ont fait ces dernières années, comparé à l'Inter qui a pu aller jusqu'en finale la saison dernière, bah moi, il n'y a pas photo. Je trouve que l'Inter Milan, en termes de jeu, de qualité et globalement de constance, je vois pas pourquoi l'Inter Milan, ils seraient pas les favoris de ce match-là. Ce sera peut-être du 55-45 ou du 60-40, mais pour moi, c'est l'Inter Milan qui passe devant l'Atlético Madrid. Après, les équipes espagnoles savent se sublimer en ayant quand même eu 4 équipes premières de leur groupe cette saison. Il y a que Séville qui a été frauduleux et qui a du coup même été éliminé, même pas repêché pour l'Europa League. Mais sinon, les équipes espagnoles sont vraiment au top en général en Ligue des Champions. Mais là, pour le coup, je mets une pièce sur l'Inter plutôt que l'Atlético Madrid. Surtout que le retour se jouera aussi au stade de l'Inter Milan et ça peut tout changer. PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, c'est peut-être une confrontation aussi qui sera l'une des plus serrées. Franchement, là, je vois un peu du 50-50 parce que Dortmund, même s'ils ont plus d'expérience, des joueurs peut-être un peu plus talentueux, le PSV Eindhoven, en Pays-Bas, pardon, c'est une équipe qui joue de manière décomplexée, qui est première, qui a pas perdu un match, qui est en tout cas bien placée pour remporter des trophées, qui a un effectif jeune, soudé, qui a certes eu des départs mais qui a eu d'autres arrivées assez importantes, qui se retrouve avec un effectif qui est huilé, un coach qui a de l'ambition, qui a un très bon football. Ils l'ont montré en Ligue des Champions dans un groupe quand même assez complexe, assez complet avec Arsenal, Séville et Lens, et pour moi ils ont pas été ridicules. C'est une équipe qui a du caractère, qui a remonté un 2-0 FC Séville pour gagner 3-2, qui a remonté des situations même contre Arsenal pour montrer qu'ils avaient quand même des joueurs qui avaient envie, qui avaient du potentiel. Pour moi le PSV Eindhoven, je vois pas pourquoi il serait moins favori que Dortmund qui cette année est ultra décevant en Bundesliga, qui en Coupe d'Allemagne s'est fait sortir et qui en plus de ça, certes en Ligue des Champions a fini devant Paris Saint-Germain et n'a pas été ridicule, dans un groupe de la mort en tout cas assez complexe avec le Milan et Newcastle, mais Dortmund, un Dortmund à deux visages, je suis désolé, si t'es une équipe qui est plus ambitieuse qu'elle sur le papier, et du moins sur le terrain, ils peuvent se faire poutrer aussi. Donc même si Dortmund Ligue des Champions cette année c'est mieux que Dortmund Bundesliga, Dortmund dans tous les cas je les vois pas aller plus loin grand maximum que les quarts de finale. Donc qu'ils passent ou pas, pour moi, franchement, c'est vraiment que du 50-50. Porto-Arsenal, alors même si Porto a été très intéressant contre le Barça aller-retour, ils ont montré un manque d'efficacité, un manque de côté de tueur, et ils ont été surtout, aujourd'hui même encore, bousculés au niveau du championnat portugais. Ils sont 3e, ils ont perdu contre Benfica, perdu contre le Sporting Lisbonne aussi, dont hier soir. Mais tu vois, le Porto, malgré un très bon jeu, malgré des bonnes individualités, c'est trop tendre encore pour jouer les hauts de tableau en Ligue des Champions. Et Arsenal cette année qui est quand même très solide et intéressant, qui dès qu'ils ont compris par exemple contre Lens qu'il fallait pas sous-estimer l'adversaire et qu'ils ont décidé de jouer, bah c'est un rouleau compresseur. Ils sont encore en Coupe d'Angleterre, ils sont encore en tête actuellement de la Première Ligue, où City fait des chocs après chocs et semaine après semaine. Ils sont quand même devant Liverpool, devant Aston Villa, etc., devant de très belles équipes. Et pour moi c'est un effectif qui est jeune et Arteta pour moi arrive à faire un travail fantastique. Et je vois pas Arsenal s'arrêter avant les quarts ou les demi-finales cette année s'ils jouent vraiment leur football et qu'ils tombent pas dans le piège comme par exemple ils ont fait contre Lens. Moi, Arsenal-Porto, c'est plutôt du 70-30 pour Arsenal. Naples-Barcelone. Alors, autant le Napoli, par exemple, qui a joué contre nous avec Rudy Garcia, le changement de coach, tout ça, c'était pas très fort. À chaque fois, ils nous ont menés au score, mais à chaque fois, on les a poutrés derrière. Un petit peu comme à chaque fois qu'on les affronte finalement dans l'historique des confrontations Real-Naples. Mais tu vois, le Napoli aujourd'hui commence petit à petit à retrouver un football avec leur nouveau coach, à retrouver des joueurs comme Osimhen, comme Kvaratskhelia qui se lâchent de plus en plus, avec un milieu de terrain beaucoup plus solide, avec une défense un peu plus stabilisée ces derniers temps, mais pour moi, Barcelone conserve quand même l'avantage peut-être de l'expérience, conserve sûrement l'avantage de la qualité individuelle et collective plus globale dans le football, mais je trouve que Naples, avec sa projection, ses contre-attaques, ses tueurs devant et sa capacité aussi à jouer bien physique au milieu de terrain, peut poser beaucoup de problèmes au Barça, qui dès qu'il est bousculé au pressing, au physique, et même des fois techniquement, parce que Naples, quand ils s'y mettent, même si c'est pas le Naples de l'an dernier, parce que le Naples de l'an dernier, avec Spalletti, j'aurais dit qu'ils éclatent le Barça d'aujourd'hui, mais avec le nouveau coach, etc., qui a repris, pour moi, Naples ne sera pas ridicule. Je pense que le Barça a quand même 55-60% de chances de passer, mais le Napoli aujourd'hui a les armes pour faire mal au Barça, qui n'est pas solide, qui marque pas plus de 1 ou 2 buts par match grand maximum, et de base, ben voilà, qui n'est pas en confiance, avec le Xavi Ball, entre guillemets, qui est plus que contesté, et honnêtement, une élimination contre Naples en huitième de finale, même si c'est pas l'Europa League comme les 2 saisons précédentes, je pense que Xavi, s'il remporte pas la Supercoupe d'Espagne juste avant, et qu'en Copa del Rey il va pas forcément très loin, déjà que la Liga il est un peu largué, je pense que Xavi ne survivra pas à cette saison non plus. Mais le Napoli a les armes, après le Barça,
Barça est supérieur sur le papier, sur le terrain, individuellement que collectivement, mais attention à un Barça qui, en Coupe d'Europe, choque énormément, même contre les adversaires, qui sont vus comme pas du tout favoris. Je mettrai quand même une pièce sur le Barça qui peut viser au moins les quarts de finale, avant de se faire poutrer suivant contre qui ils vont jouer au tour suivant. Real Madrid-Leipzig. Alors Real Madrid-Leipzig, je l'avais dit, moi, pour moi, le Real, c'est du 65% de chance maximum, même du 60-40, de passer contre Leipzig. Parce que faut pas oublier quand même, l'an dernier, on a quand même bien galéré contre eux. On n'avait pas Benzema aller-retour, on avait quand même gagné 2-0, 3-2. Mais d'ailleurs le 3-2 en faisant beaucoup tourner quand même, etc. On avait quand même été assez bousculé, on avait quand même réussi à remonter les scores, à gagner. Mais globalement, Leipzig, c'est une équipe qui joue très bien au football. Certes, ils sont 3e de Bundesliga, avec la 3e meilleure défense, 16 buts encaissés, plus de 35 buts marqués, donc plus de 2 buts et demi quand même par match. Et quand tu les vois jouer, c'est un régal. C'est pas aussi fort qu'un Bayern Munich globalement sur la durée d'une saison, ou c'est pas aussi fort qu'un Bayer Leverkusen aujourd'hui. Mais Leipzig, au début de saison, ils ont quand même poutré le Bayern en Super Coupe d'Allemagne. Ils sont fait sortir par contre de la Coupe d'Allemagne assez tôt, mais en général, ils sont quand même très solides. Ils ont raté un peu leur début de saison de championnat, mais ils sont bien rattrapés par la suite. Et globalement, Leipzig, avec les Xavi Simons, les Haidara, les Simakan, les Sesko, les Forsberg, avec, comment il s'appelle, avec Openda. Enfin, t'as une équipe, globalement, qui est faramineuse, une équipe qui est pleine de talent. Je vais pas tous vous les citer parce qu'ils ont quand même un vivier aujourd'hui important, sachant que Timo Werner il est pas à son top niveau, que t'as Dani Olmo qui est blessé actuellement, qui va revenir courant 2024, mais t'as une équipe qui est jeune, qui a du potentiel, qui joue les uns pour les autres, qui n'est pas égoïste et surtout qui, avec leur jeu de passe et leur jeu direct et leur vitesse, peuvent vraiment faire mal au Real Madrid. Bien sûr, si on domine le milieu de terrain avec un milieu plus physique, avec les Kama, les Tchouaméni, les Valverde, les Kroos, tout ça, on peut forcément les faire reculer et les déstabiliser, les faire sortir de leur zone de confort et les pousser à s'adapter autrement. Mais sur leur phase de possession et leur attaque placée, ils peuvent vraiment nous faire très mal. Pas à nous forcément de dominer le jeu, d'être beaucoup plus impactant et d'être efficace comme on sait le faire. Là, on n'a pas de numéro 9 de classe mondiale comme Benzema, mais si on n'en a pas eu besoin contre eux l'an dernier, cette année, c'est les huitièmes de finale, c'est pas les phases de poule, c'est pas le même type de pression de part et d'autre, même si l'expérience, le côté individuel et collectif et tactique est largement mieux du côté de chez nous, eux, ils ont quand même leurs armes et attention à ne pas tomber dans un match piège. Forcément, aller-retour, avec le retour au Bernabeu, c'est toujours bien, mais en Allemagne, on va quand même plus que souffrir et j'aimerais bien qu'on arrive à faire un très bon résultat là-bas et pour finir le travail au Bernabeu. Et franchement, le Real aujourd'hui, poussé par les Brahim, les Bellingham et aussi notre milieu de terrain qui rayonne et même encore Kroos, Modric qui sont toujours présents et malgré les absents et les blessures, avec le futur retour aussi de Vinicius pour aider aussi Rodrigo, tout ça, franchement, on a les armes en main pour aller au moins en quart de finale. Après, ça dépendra contre qui on tombe plus tard pour savoir jusqu'où on peut aller. Mais je suis confiant que cette équipe-là du Real Madrid peut aller, pas forcément au bout, mais peut aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais les petits, on en refera une version plus complète de leur analyse plus tard. Mais vraiment, il y a quelque chose à en tirer et je pense que cette équipe-là ne va pas être ridicule. On va pas leur mettre 8-0, 5-0, 4-0. Pour moi, ça va se jouer à 1 ou 2 buts d'écart. Sauf si le Real Madrid fait une prestation de haut vol, hein, évidemment. Parce que quand on fait une grosse prestation comme contre Villarreal le week-end dernier, on est injouable. Et quand on est aussi efficace et solide, on est plus qu'injouable. C'est du 65-35 pour le Real, voire 60-40. Mais globalement, faudra pas les sous-estimer. Enfin bon, après tous ces pronostics-là, il est temps de parler vite fait d'une news qui me déçoit un petit peu. Hier, j'avais parlé des 5 choix potentiels pour le Real Madrid. J'ai pas parlé volontairement de Antonio Silva, qui est apparemment le chouchou du Real Madrid à ce poste-là, le joueur de Benfica, parce qu'il est beaucoup trop cher. Il vaut 80 millions d'euros minimum. Et le Real Madrid, déjà mettre 80 millions d'euros sur un joueur qu'ils n'ont pas eu le temps vraiment d'analyser de fond en comble, etc. par rapport à tous les dossiers sur le compte, enfin tous les concurrents, etc. sur le dossier. Mais globalement, mettre 80 millions d'euros au mercato d'hiver, le Real Madrid ne le fera jamais. Ça fera déjà que de base, ils recrutent pas au mercato d'hiver. Mettre 80 millions pour un jeune qui est pas sûr des titulaires, etc. C'est quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Puis le temps d'adaptation en plein milieu de la saison, c'est pas forcément facile. Et du coup, il y a Gonzalo Inacio. T'as le choix aussi de prendre, pourquoi pas, comment il s'appelle, Lenny Yoro de Lille. Et pourquoi pas, mais c'est des joueurs qui sont trop chers. Et le Real Madrid aujourd'hui ne veut pas dépenser plus de 30-40 millions ou plus sur un jeune joueur qui n'est pas sur des titulaires, qui peut rentrer dans la rotation vu forcément l'urgence du moment qu'on a que Nacho et Rudiger de disponibles, mais le Real Madrid va malheureusement faire les rats et les radins, soit trouver au pire un joueur qui viendra en prêt, mais globalement ils ne mettront pas d'argent. Mais qui va te prêter un défense central de haut level au milieu de la saison? Pas grand monde, pas grand monde, à moins que ce soit un joueur indésirable dans un gros club, mais moi un joueur indésirable j'en veux pas. Faut un joueur de top niveau.
pas un joueur de merde. On parlait à un moment donné de Raphaël Varane ou pourquoi pas Pépé, mais Pépé il est trop vieux les gars. Pépé il est trop vieux, il est encore très bon, mais il est trop vieux, faut arrêter de déconner 5 minutes. Raphaël Varane à Manchester, c'est pas le Raphaël Varane qu'on avait nous. C'était plutôt c'est moins bien encore que le Raphaël Varane qu'on a laissé partir, qui était vraiment sur la pente plus que descendante. Après il a joué des finales de Ligue des Champions, il a remporté plein de trophées au Real Madrid, il a remporté des Coupes du Monde, il a même joué 2 finales de Coupe du Monde. Mais aujourd'hui le Raphaël Varane, c'est pas un joueur qui est solide, c'est pas un joueur qui est athlétique, qui est bon, tu vois. C'est pas un joueur qui est excellent, c'est un joueur qui est juste correct. Et malheureusement, même si faut pas faire les ingrats, un Raphaël Varane aujourd'hui, gratuit ou pas, je suis pas sûr que j'accepterais ou que je serais très content de l'avoir. Sauf si bien sûr il retrouve un très bon level. Mais le Raphaël Varane qui nous a quittés et qui montre une très mauvaise image à Manchester, même s'il est vrai qu'il est pas aidé forcément par une équipe qui gagne pas et qui est pas solide et qui est pas intéressante. Mais aujourd'hui, Raphaël Varane, je lui dis pas forcément oui, tu vois. Le Real Madrid voudrait du coup soit mettre Tchouaméni en défense centrale, soit Camavinga, soit faire monter un jeune du Castilla. Mais le jeune Marvel, il est blessé pendant 3 mois. Il revient pas avant février ou mars. La date où Militao va revenir, mais Militao sera pas non plus à 100% au retour des croisés. Il faut qu'il fasse une préparation. Et en plus, faut pas brusquer ça, le retour. Faut pas qu'il rechute, sinon après c'est sa fin de carrière directement. Mais globalement, le Real Madrid va faire les rats et ça, j'aime pas ça. Même dans l'urgence, on risque de saboter la saison avec que 2 défenseurs centraux de métier pour jouer Copa, Liga, Ligue des Champions. Et une saison disputée partout. Et on risque bien de tout perdre. Tout ça parce qu'on a fait les rats et qu'on veut juste préparer la saison prochaine avec un gros mercato. Et c'est pas normal. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Vraiment, hein. D'un jeune qui explose chez nous, d'une arrivée en prêt exceptionnelle ou d'une opportunité de mercato exceptionnelle. Mais Ancelotti, si on lui donne pas toutes les pièces, en tout cas pour toutes les pierres pour faire son édifice, à un moment donné, faut pas s'étonner que des fois, c'est pas bon. Ancelotti, je l'ai toujours critiqué sur certains aspects tactiques ou des choix de joueurs, etc. Mais tu peux pas le critiquer sur le reste parce que on lui donne pas tout en fait. On lui donne pas tout et malheureusement, si t'as pas tout, tu peux pas tout gagner. Et après, le club ne peut pas être exigeant si tu lui donnes pas tout ce qu'il faut pour gagner. Bref, voilà, je donnais mon avis sur à peu près tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et puis n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow sur Twitter, TikTok, Insta et simplement pourquoi pas sur Twitch aussi. Tous les liens sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!